Bonjour, je reçois aujourd'hui Denis Siffert, qui est éditorialiste à Politis, dont tu as été très longtemps le rédacteur en chef, et qui a écrit il y a maintenant 22 ans Israël, Palestine, la guerre de l'information. Alors, il y a toute une guerre sur le terrain, mais il y a aussi une guerre de l'information. Est-ce que, en 22 ans, le paysage a beaucoup changé par rapport au constat très critique que tu faisais déjà à l'époque? Oui, il a changé, il s'est aggravé. Il s'est aggravé, mais le cadre, qui finalement, trahit la réalité est toujours le même. C'est-à-dire qu'on impose, dans les médias une vision, une lecture, qui est une lecture, du type choc des civilisations et pas du tout coloniale. La question coloniale qui, pour moi, est la question, essentielle, disons, du conflit israélo-palestinien est totalement évacuée et on le voit encore beaucoup plus, ces jours-ci avec, ces mois-ci même, depuis le 7 octobre. Hmm. Et donc, depuis le 7 octobre, il y a eu les attentats dont on a beaucoup rendu compte, et ensuite une réaction israélienne, mais qui n'arrive pas beaucoup à percer dans les médias mainstream. On a l'impression que le traitement de l'information sur la guerre en Ukraine et sur le conflit à Gaza n'est pas la même. Alors, ça change un petit peu, c'est-à-dire que après le 7 octobre, en effet, il y a eu vraiment, une lecture totalement, non seulement unilatérale sur le conflit lui-même, mais une évacuation, du conflit, au profit de ce qui se passe, en Ukraine. Mais depuis le 18 mars, c'est-à-dire, en fait, la rupture unilatérale de la trêve par Israël, les choses changent un petit peu. Alors, il y a eu des prises de position, y compris d'intellectuels juifs, qui s'étaient tus. Ils n'avaient pas fait que se taire, d'ailleurs, ils avaient fait une propagande ouverte pour Israël, mais les choses ont changé et c'est curieux parce qu'en fait, ce ne sont pas les bombes qui font bouger, la conscience médiatique, si j'ose dire, qui est généralement, faible, mais c'est, les images d'enfants affamés, d'enfants assoiffés. Encore faut-il qu'on les voie, ces Alors images. alors on commence quand même à les voir, donc ça bouge un petit peu, mais ça bouge pas sur le fond. C'est-à-dire qu'en effet, le caractère, colonial du conflit n'est jamais rappelé. C'est-à-dire que et on voit en effet des personnages comme, Christophe Barbier, parler de la Judée et la Samarie, c'est-à-dire reprendre vraiment l'appellation biblique, pour dénommer la Cisjordanie, ce qui est hallucinant de la part d'un journaliste français, puisque c'est quand même la terminologie employée par, l'extrême droite, Hmm. israélienne et sioniste. Hmm. Donc, effectivement, donc là, la question coloniale, elle est évacuée, puisque si c'est, la Judée et la Samarie, on reconnaît la légitimité biblique, d'Israël sur, les territoires palestiniens. Et c'est le choc des civilisations, c'est-à-dire quelque chose qui vient de très loin, hein, c'est-à-dire en effet, l'idée selon laquelle, Israël, ce qui était l'idée originelle de Théodore Herzl d'ailleurs, serait un rempart, à, la barbarie du Moyen-Orient, du monde arabe, et où Israël aurait vocation, à représenter et à défendre, disons, l'Europe, les valeurs occidentales. Mais comment expliquer que ce récit soit majoritaire dans les médias français? Alors, il est majoritaire, pour plusieurs raisons. D'abord, Israël a réussi, et c'est une affaire qui est très ancienne, à enrôler, en somme, disons, les médias français, et pas seulement, les médias, occidentaux, disons, dans son camp. Et ça a des origines historiques, assez, explicables, puisque finalement, Israël est un enfant de l'Europe, pour le meilleur et pour le pire. Ça a commencé avec Herzl, ça a commencé avec les pogroms, en Europe de l'Est, ça a commencé avec l'affaire Dreyfus, et puis ensuite, bien entendu, avec, la culpabilité, issue de la Shoah. Et donc, il y a cette idée que, c'est un pays européen. On le voit très bien. On le voit avec, le football, avec, Eurovision de la chanson, et cetera, hein. Alors que c'est pas, géographiquement, c'est évidemment erroné, mais cette idée, est que c'est un pays, qui est notre sentinelle, européenne, dans, au Moyen-Orient et face à la barbarie, du monde arabe, tout ça en effet, heu, fructue et développé, entretenu et imprègne profondément, disons, la culture des journalistes. Alors il y a, disons, la part de l'inconscient, il y a la part de cette culture très ancienne qui, circule comme une évidence en somme, et puis, il y a aussi bien entendu la mauvaise foi, la malhonnêteté, et ça recoupe aussi une autre réalité qui se superpose, c'est-à-dire le déni de la question coloniale, c'est aussi le déni, du passé de la France.
par rapport au Maghreb. C'est aussi le déni de la question de l'immigration en France. Donc, c'est pas par hasard qu'il y a une montée de l'extrême droite qui se superpose, disons, à la défense d'Israël aujourd'hui, parce que effectivement, là encore, c'est l'islamophobie, l'hostilité au monde arabe en règle générale, qui s'exprime à la fois par rapport au conflit israélo-palestinien, mais aussi par rapport à la société française, hein. Quand on voit un personnage comme Retailleau, c'est pas très étonnant qu'il soit extrêmement partisan de la guerre israélienne. Mais alors, déjà en 2003, tu dénonçais une sorte de 2 poids, 2 mesures. Comment se fait-il que depuis, il y a eu quand même, plusieurs affrontements à Gaza, le blocus et le regard n'a pas changé? Même des fois, on a le sentiment que, même si ça commence un peu à changer là, mais au bout de 20 mois de guerre, que finalement, il était plus facile d'avoir un regard critique sur ce que faisait Israël par rapport aux Palestiniens après la rupture, du processus d'Oslo que désormais. Oui, alors, je crois qu'il y a un problème médiatique, disons, presque de technique médiatique, je dirais presque. C'est-à-dire que les médias aiment, je le dis, c'est un peu provocateur, mais aiment, disons, les images de violence, de sang, etc. Et souvent, les Palestiniens ont donné les images des attentats, le Hamas, etc., etc. Alors que la colonisation, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Maintenant, ça se voit, là, depuis, Mmh. mais, et pas seulement, disons, à Gaza, mais même essentiellement, d'ailleurs, en Cisjordanie. Mais c'est un processus administratif, c'est-à-dire que les bulldozers, les expropriations, la destruction des cultures des Palestiniens, ça peut être quelque chose de nocturne et tout à fait invisible et invisibilisé. Donc, il y a cette idée-là que... Et c'est pour ça que ça change peut-être un petit peu là. Je ne sais pas si je m'avance peut-être un peu trop, mais parce que là, la violence de sang, elle est vraiment du côté israélien. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que finalement, le discours d'Herzl, l'auteur de l'État des Juifs et le penseur, disons, du sionisme politique, c'est de dire on va combattre la barbarie arabe et le foyer juif, l'État des Juifs va combattre la barbarie arabe. Et on assiste aujourd'hui à un retournement total de l'histoire que, sauf à être d'une extrême mauvaise foi, on est obligé de constater. La barbarie, aujourd'hui, elle est israélienne, totalement israélienne. On a faim, on a soif, on empêche les médicaments de rentrer, on tue des nourrissons par manque de soins. Donc la barbarie, elle est de l'autre côté. C'est terrible. Et ça ne peut pas ne pas interpeller quand même un certain nombre de conscience. Je pense que les choses quand même bougent, mais on parle de la situation d'Israël comme État paria, et je pense que c'est réel. Mmh. Alors dans les sondages d'opinion, il y a un qui vient d'être publié, effectivement, la cote d'Israël, diminue, elle est en chute libre. Mais c'est pas le cas, la presse écrite, la plupart des journaux ont quand même une lecture, on parle souvent d'un point de vue israélien. Le porte-parole de l'armée israélienne à table ouverte, dans la plupart des médias, il n'est pas toujours, repris, dans les radios Et nationales et rarement repris. bon, oui et dans les radios même de service public, on donne le point de vue israélien. Il y a quand même, une sorte, un peu quand même de point de vue assez unique. Oui, c'est sûr qu'il y a un point de vue tout à fait unilatéral, et je pense que, moi, je pense que ça change un tout petit peu, mais je crois que le fond de l'affaire, c'est que ça s'est déplacé. Je parlais tout à l'heure de superposition entre le conflit là-bas et ici. C'est-à-dire que on a beaucoup dit ici, alimenté d'ailleurs par la propagande israélienne, que le Hamas, c'était le djihad islamique, qu'ils étaient les auteurs des attentats ici, ce qui est totalement une aberration historique. Et pour tous ceux qui Mmh. connaissent un peu l'islamisme politique, c'est pas du tout ça, quoi. Le Hamas est un mouvement qui pratique le terrorisme, certes, mais c'est un mouvement palestinien. Donc il y a cette idée-là qui s'alimente aussi des attentats qu'il y a eu en France, de la peur de l'islam. On a vu récemment ce rapport sur les frères musulmans, qui n'est pas du tout innocent, parce qu'il ne faut pas oublier que le Hamas est une branche des frères musulmans. Et quand Mmh. on dit, attention, ces gens sont en train d'entrer par effraction pratiquement dans la société française, et tout ça alimente le point de vue israélien en le rapatriant du côté, disons, de la crise des fractures de la société française. Mmh. Est-ce que la gauche se fracture sur cette question-là?
Alors, elle s'est fracturée le 7 octobre, c'est sûr. Moi, je pense que la France insoumise a commis une grave erreur en ne reconnaissant pas le caractère terroriste du Hamas, que moi je reconnais depuis l'origine du Hamas, pratiquement. Les premiers attentats en 94, en 96, qui étaient des attentats très sanglants, j'ai écrit que c'était un mouvement terroriste. Mais terroriste ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire c'est un mode opératoire. Et on sait très bien aussi que les mouvements anticoloniaux ont souvent pratiqué le terrorisme, hein. Donc, ils ont eu tort, à mon avis. Mais cela dit, ensuite, sur le fond, ils n'ont pas tort, parce qu'ils ont une analyse qui est plus profonde sur justement le caractère colonial du conflit, etc. Mais ils sont devenus de mauvais avocats d'une bonne cause. C'est ça qui est terrible. Mhm. Et les autres partis sont moins vocaux. Comment tu analyses cela? Alors, le Parti socialiste, héritier d'une tradition social-démocrate, est aussi héritier d'une tradition très pro-israélienne. N'oublions pas que dans les années 50, qu'on a appelé l'âge d'or, disons, des relations entre la France et Israël, la social-démocratie qui était très souvent ou au pouvoir ou très proche du pouvoir, c'était l'époque de Guy Mollet, hein. Mm. Alors, il y avait la guerre d'Algérie, hein, ça explique beaucoup de choses, mais était très, très, de façon fusionnelle du côté d'Israël. Il y a cet héritage toujours qui compte beaucoup et qui se reproduit encore Est-ce qu'il aujourd'hui. n'y a pas une division au PS entre molettistes et mitterrandistes? Ces deux... Oui, alors Mitterrand, en effet, enfin, je dirais paradoxalement non, mais a été l'héritier, disons, de la tradition gaulienne, finalement, de ce qu'on appelait la politique arabe de la France, d'ailleurs, espèce d'équilibre que Mollet n'avait évidemment pas du tout. Donc il y a effectivement c'est en gestation, disons, il y a un débat interne, on va le voir, puisqu'il y a le Congrès, on va voir ce que ça va donner, mais il y a effectivement une tendance peut-être qui corrige un petit peu le tir historique de la social-démocratie, du moins il faut l'espérer, surtout par rapport à l'évidence des faits là-bas, sur le terrain. Hmm. Comment expliquer que des gens qui ont pu se dire de gauche ont soutenu Israël, ont soutenu Sharon, ont soutenu Netanyahou, et est-ce qu'il n'y a pas une grande responsabilité de ceux qui ont, dès qu'on critiquait Israël, sorti l'arme fatale de l'antisémitisme? Alors, c'est la grande question, disons, qui a permis non seulement de discréditer le mouvement pro-palestinien, et quand je dis pro-palestinien, d'ailleurs, c'est jamais la bonne formule, hein, Hmm. de ceux qui défendent les droits des Palestiniens. Et effectivement, il y a une terreur, en quelque sorte, morale, politique, qui s'est beaucoup exprimée au travers de la social-démocratie, de ce que peut être l'antisémitisme. Et donc, une volonté d'éviter absolument cette infamie. Et donc, on voit très bien, dans la disproportion, disons, on voit encore ces jours-ci, la disproportion de la façon dont sont traités aussi bien les actes antisémites qui sont, je dirais, non pas surévalués, ils existent, ils sont réels. Enfin, peut-être qu'ils sont surévalués aussi, on le voit avec la peinture verte sur Ouais. les monuments de... Enfin, il suscite des réactions plus immédiates que lorsqu'il y a Bah, des qui s'amourent. absolument, ouais. Alors que quand il y a en effet des musulmans qui sont attaqués, voire tués, comme c'est le cas avec ce malheureux Tunisien, là on tergiverse, on emploie des mots, et y compris le Parti socialiste est absent de ce débat. Enfin, il verbalise pas tellement, disons, son hostilité à l'islamophobie. Et puis la droite, tout naturellement, cherche ses mots, si j'ose dire, hein. On dit, Hmm. finalement, c'est du racisme. Bon, certes, mais c'est pas n'importe quel racisme. Le mot islamophobie, par exemple, est totalement évacué Et comment l'expliquer? bah, Parce qu'en fait, il est utilisé à l'échelle internationale, il est utilisé par la Commission nationale des droits de l'homme, et donc ce n'est pas, comme on l'a dit, une invention des mollahs iraniens. non, C'est pas du tout. historiquement faux, ça. Oui, oui, c'est même une origine française, du début du XXe siècle. Alors, ça s'explique comment? Encore une fois, moi, je pense que d'une part, ça renvoie à la question coloniale. Moi, je pense que beaucoup, disons, de l'impensé colonial est à l'origine de ce double discours. Et puis, il y a une
une peur qui est exploitée par la droite et l'extrême droite, peut-être même par une partie de la gauche. Disons, c'est le grand remplacement, hein, c'est ça qui est derrière. Même si Retailleau ou Darmanin n'emploient pas le terme qui est celui de Zemmour, il y a cette idée-là, c'est-à-dire on fait une phobie non seulement de l'islam, mais du monde arabe. Et donc, il faut le mot islamophobie, c'est l'aveu de cette haine du monde arabe, de cette peur du monde arabe. Et c'est pour toi une importation du conflit en France? C'est une façon de maltraiter ou de ne pas prendre en considération l'islamophobie, le racisme anti-arabe? C'est une façon d'importer le conflit en France? Alors moi, je pense que le fameux débat sur l'importation du conflit en France est un débat biaisé, parce que euh, le conflit, il est importé en France. C'est un conflit qui a à voir, bon, d'abord avec dans la communauté juive, avec des familles qui sont partagées, qui vivent là-bas ou qui ont de la Ça, t'en es famille. témoin d'ailleurs, Hein, oui. j'en suis témoin, absolument, donc intimement. Donc ça, c'est incontestable. Et puis bon, c'est aussi le fait que ce conflit n'est pas vraiment un conflit de politique étrangère. C'est un conflit qui a toujours été très proche, disons, de la politique intérieure française, hein. Et donc, je pense que le débat sur l'importation du conflit est de très mauvaise foi, parce qu'on nous sort cet argument que quand c'est les pro-palestiniens ou ceux qui défendent les droits des Palestiniens Hmm. qui manifestent, rarement quand c'est les autres, et c'est beaucoup plus souvent les autres. On se souvient qu'en 67, par exemple, les grandes manifestations des pro-israéliens sur les Champs-Élysées qui avaient mis hors de lui De Gaulle, on ne parlait pas d'importation du conflit, hein. Ou même quand on met des drapeaux israéliens aux portes de certaines frontons de certaines mairies, c'est une façon d'importer le conflit. Absolument. Et on n'en parle pas. Effectivement, c'est toujours à sens unique. Absolument. Donc, vaut mieux, je crois, évacuer cette idée d'importation, en tout cas la réfuter, c'est ce que je m'efforce toujours de faire, parce que je crois que c'est un conflit qui est trop intégré à notre société. Et puis, il y a surtout un argument qui est quand même très fort, parce qu'on dit, mais pourquoi vous vous occupez tant d'Israël, pourquoi vous vous occupez de la Birmanie, du Soudan, etc. Bon, c'est vrai, mais justement, mais pourquoi? Parce que d'une part, il y a cette espèce de coproduction européenne de ce qu'est Israël, mais c'est aussi enfin, un conflit qui en permanence a été instrumentalisé par Israël et par les Juifs comme un conflit qui est dans notre société, contre les Arabes, avec ce côté revanchard, disons, des gens qui viennent d'Algérie et qui ont évidemment très mal vécu, souvent vécu douloureusement, disons, la fin de la guerre d'Algérie, et qui ont modifié la sociologie de la communauté juive française aussi. Donc tout ça, c'est ce qui explique cette importation, entre guillemets, encore une fois, que je récuse. Est-ce qu'on peut parler d'un lobby pro-israélien et qu'ils en seraient les contours? Alors, oui, il y a un lobby pro-israélien. Évidemment, pas un lobby juif. D'abord parce que, pour une raison simple, c'est que quand on voit les manifestations pro-palestiniennes, il y a énormément d'organisations juives, de personnalités juives, très, très courageuses, parce que souvent elles font face à une partie de leur communauté, et donc il faut absolument éviter ce piège. Mais il y a un lobby pro-israélien, évidemment. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a des intérêts économiques qui sont croisés, hein. C'est les relations entre la France et Israël. Israël a réussi à se doter d'une image high-tech, hein, qui est extrêmement performante. Je voyais dans l'un des derniers numéros de l'Arche, le journal de la communauté, la revue de la communauté, on énumérait le nombre de prix Nobel israélien, donc ce qui n'est pas du tout innocent de dire ça, de montrer à quel point ce pays est performant, etc., oubliant qu'il a été aidé massivement par la France d'abord, par les États-Unis ensuite, hein, que ce n'est pas uniquement une génération spontanée, si j'ose dire. Mais donc il y a cette idée-là, et donc effectivement, il y a un lobby pro-israélien de gens qui à la fois culturellement sont peut-être liés à une lecture biblique du conflit là-bas, mais qui surtout aussi ont des intérêts économiques croisés avec Israël.
seulement économiques, parce qu'il n'y a pas des arguments culturels, il n'y a pas des arguments civilisationnels? Si, il y a des arguments civilisationnels, ça, c'est ce que je disais tout à fait au début de notre entretien, c'est-à-dire qu'il y a le refus d'analyser ce conflit comme un conflit colonial. Pour moi, Mmh. c'est un conflit colonial, Mmh. c'est une question coloniale, et de donner une lecture exclusivement de type choc des civilisations, hein, Mmh. et ça, c'est vraiment le fond du débat culturel qui domine les médias. Et alors, les uns en sont totalement convaincus, les autres trichent avec la réalité, mais le résultat est le même, c'est on a cette certitude que nous sommes dans le camp et Israël a réussi à faire à croire, disons que qu'il est un pays européen et qu'il défend nos intérêts. Et on l'a vu la distorsion des faits au lendemain du 7 octobre et bien des jours après, quand on a vu les portraits des malheureux otages, hein, qui ont été pris par le Hamas. Et je me souviens que je me suis fait agonir de sottise une fois sur une chaîne de télévision, parce que je disais, mais pourquoi on met pas quelques photos d'enfants morts sous les bombes? Ah, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes morts. Enfin, donc, Oui. voilà. Et comme Oui. Elisabeth Chemla, dans la même revue de l'Arche dont je parlais à l'instant, dit mais la vie juive est sacrée. Et la vie arabe ne l'est-elle pas? Mmh. Quand on Mais voit- d'ailleurs, quand on accuse la France insoumise de faire de l'électoralisme, on n'accuse pas les partis politiques qui prennent fermement parti pour Israël pour quelles sont leurs motivations. C'est pas l'étude du droit international. Donc, on n'accuse pas dans l'autre sens, quoi. Oui, non, mais bien sûr qu'il y a un déséquilibre total de l'information, et il y a une volonté d'évacuer complètement, pour moi, ce qui est le cœur de la question, c'est la question coloniale, parce que sans doute, ça, et là on est dans le culturel, si j'ose dire, ça renvoie au passé. Alors, on voit à l'irrésolution de la question coloniale dans la mémoire, on le voit avec l'Algérie, on voit ça à tout point de vue. Donc il y a une sorte comment dirais-je, de corpus idéologique qui est formé autour de cette question-là, et qui fait que, effectivement, on n'incrimine pas, disons, Israël, disons, ni de vouloir apporter le conflit. On a là des apories, disons, qui sont absolument terrifiante. Sur quoi ça peut déboucher? Parce qu'on va quand même se rendre compte de la réalité. Ce conflit, combien de temps va-t-il encore durer? Mais quelle trace va-t-il laisser dans la société française? Alors, la société française et dans le monde, parce que, effectivement, mon dernier édito dit c'est la guerre du droit contre la force, et pour l'heure, le droit est en déroute. C'est Mmh. exactement ça, hein. Et c'est pas seulement une question française. Là-dessus, on pourrait presque rendre hommage à Macron, qui parle d'or, qui parle très tard, bien tard, et après avoir fait poursuivre tous ceux qui disaient ce qu'il autrefois, il y a très peu de temps, ce qu'il dit aujourd'hui, hein. Oui, parce que sur le plan de la justice française, beaucoup de gens qui se sont exprimés contre les bombardements israéliens ont été accusés d'apologie du terrorisme. Apologie du terrorisme, voire d'antisémitisme. Donc, effectivement, donc maintenant, Macron a raison quand il dit c'est très grave pour l'avenir du monde si l'Europe n'est pas capable, etc. Bon, très bien, c'est un discours que nous avons tenu depuis des mois, à un moment où c'était des mots qui étaient incriminés par le ministre de l'Intérieur et par le président de la République. Donc, Mmh. il se réveille bien tard, et à mon avis, de façon quand même assez opportuniste, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment où les quelques images qui nous viennent de Gaza sont totalement insoutenables, et où le mot génocide, qui est aussi un mot absolument tabou, commence à s'imposer dans le vocabulaire, disons, ambiant, on dirait, Mmh. alors pas dans les grands médias. Mais donc ça risque quand même de laisser des fractures extrêmement importantes dans la société française. Oui, alors ces C'est un fractures. sujet dont on a du mal Oui, à parler lorsqu'on n'est pas d'accord. oui, oui. Oui, alors c'est un problème démocratique, hein. Mmh. Un problème démocratique, c'est-à-dire qu'il y a en effet une, une façon d'imposer silence à tous ceux qui pensent pas bien, quoi. Mmh. C'est-à-dire du côté avec les mots, avec la terminologie, avec les références culturelles, les cadres culturels du choc des civilisations notamment, qui sont imposés par la propagande israélienne. Mais cette fracture, je dirais, elle existe en société française, elle est aggravée là et ça se manifeste sur le plan politique par la montée de l'extrême droite.
L'extrême droite n'a pas manqué, disons, de soutenir Israël de façon éhontée et de lutter contre l'antisémitisme. Quand on voit Bardella invité à un colloque contre l'antisémitisme à Jérusalem, les bras nous en tombent quand même. Hein. Et effectivement, parallèlement, on va attaquer la France insoumise et quelques autres qu'on va traiter, eux, d'antisémites. Donc ces fractures, elles existent. Je pense qu'elles sont, encore une fois, récurrentes parce que c'est un peu l'irrésolu colonial. Mais je pense que ce qui se passe à Gaza aggrave, creuse ces fractures durablement et qu'on a une société qui va avoir du mal à s'en remettre. Mais je dirais que c'est rien à côté d'Israël. Je pense que Israël, devenu État paria, ça, c'est une réalité dont beaucoup d'amis israéliens que je vois souvent sont absolument atterrés par ça. Ils disent on ne s'en remettra jamais. C'est-à-dire qu'ils ont compris, eux, que la menace qui pèse sur Israël, c'est pas le Hamas, c'est pas le Hezbollah, c'est même pas l'Iran, c'est eux-mêmes à l'intérieur, c'est l'extrême droite, etc. Et donc il y a une fusion qui a un caractère politique, au-delà même, disons, de la nature du conflit, un caractère politique entre l'extrême droite française. Et quand je dis l'extrême droite française, je peux dire aussi la droite extrême. J'aime bien parler de droite extrême pour désigner Retailleau, Darmanin et quelques autres. C'est encore une petite nuance par rapport à l'extrême droite. Et puis l'extrême droite, Ben Gvir et Smotrich et Netanyahou. Parce que n'oublions pas Netanyahou. J'aime pas beaucoup quand on dit qu'il est l'otage des deux autres. Non, il n'est pas l'otage des deux autres. Il aurait pu faire une alliance et une coalition tout à fait différente si il n'était pas habité par cette idéologie qui est l'idéologie sioniste finalement. Hein. On en vient à ça. Mais le sionisme dans sa variante révisionniste, révisionniste, la plus extrême droitière. Merci Denis Siffert pour ce tour d'horizon de nos fractures internes sur le conflit israélo-palestinien. Merci.